Jour 0. Les roues viennent de toucher le sol et j'ai peine à y croire. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille sur ce projet. Je ne saurais dire le nombre d'heures qu'on a donné, le nombre de documents qui ont été remplis, le nombre de cartes qui ont été inspectées, le nombre de cafés qui ont été bu, le nombre de sacs d'épicerie qui ont été emballés. Tous ces efforts, tous les doutes, tous les plans A puis les plans B, jusqu'au plan W. Je vais y croire quand on y sera. Une phrase que j'ai dû répéter plus d'100 de fois. Mais j'y suis. Enfin, j'ai le droit d'y croire. Un projet de fou, un rêve, un petit mot écrit sur le coin d'une feuille. Un groupe assez craqué pour nous suivre. L'Islande nous attend de l'autre côté de la porte. Notre expédition finale commence enfin. On vient tout juste d'arriver à notre campement. Notre tout premier campement. Le groupe y est euphorique. Le paysage est beau. Les couleurs sont éclatantes. En plus, vers l'heure du souper, il s'est mis à neiger. On s'y attendait pas à ça. On était tous un peu surpris, puis il y a un climat d'inquiétude, mais aussi d'excitation qui s'est installé. En fait, le groupe a réalisé l'ampleur de l'expédition qui nous attendait. Jour 0. On se fait dropper au lac Langiscar. Vers 4-5 heures. C'est beau. Ça ressemble au Mordor. Mais en fait, c'est des grosses dunes de sable noir. Drôlement, il y a une petite toilette puis un lavabo. En 3 heures, on a eu du soleil, du vent, puis de la neige aussi. Ouais, c'est particulier. La première nuit s'est bien déroulée pour tout le monde. Quand on s'est réveillé, la neige était fondue, puis le groupe semblait vraiment d'attaque. C'est Corentin qui a pris le lead de la première journée de progression. Les sacs étaient lourds, mais la vie nous l'a fait oublier assez rapidement. La plupart de nos dîners étaient mal réhydratés. On en a ri. On s'améliorera demain. L'ambiance est le fun. Les yeux pétillent et puis tous ont le sourire aux lèvres. On a fait une belle journée de progression. Puis à la fin, Corentin nous annonce qu'un refuge nous attend pour passer la nuit. Quel confort! Le groupe trouvait ça un peu ironique d'avoir ce petit luxe lors de notre expé finale. Mais on l'a pris, puis on a tous très bien dormi. Jour 2. Aujourd'hui, c'est Xavier, notre leader. Ça fait un drôle de matin. Il fait beau. On voit la rivière devant nous. Elle est gigantesque. Déjà, moi, j'ai besoin de musique. Je l'écoute avec parcimonie parce que mon sel, éventuellement, il va mourir. Fait que je me garde du jus. La musique, ça m'aide à prendre un petit temps pour moi, tu sais, parce que quand on est en grand groupe, en fait, tout le temps quand on est en expédition, t'as jamais vraiment de temps pour toi. La musique, ça m'amène ailleurs. Ce matin, ça l'a aidé, on a bien mangé. On a bien déjeuné. Notre sac est lourd, le plus lourd qu'il a jamais été, puis sûrement le plus lourd qu'il va être durant toute l'expédition. On marche 2-3 kilomètres, puis bientôt on arrive à notre première chute. On est excité. C'est la Skafta qui se jette dans une espèce de précipice. C'est vraiment beau à voir. Il est midi. On a le plus beau point de vue au monde. Devant nous, on a des dunes de sable noir. Puis plus loin, il y a des montagnes acérées. Ils ont comme des reflets verts. Derrière nous, un peu la même scène, mais à la place du désert, c'est la rivière. Ensuite, on a des montagnes. Puis plus loin, vraiment au fond, on a un glacier. On voit notre premier glacier. Il est gigantesque. Il s'étend aussi loin qu'on peut le voir, puis de gauche à droite, là, il arrête juste pas. En fait, ce qu'on voit, c'est le début du Vatnajökull. C'est le plus gros glacier de l'Europe. Il couvre environ 10% du territoire islandais. Voir qu'on voit ça pendant notre randonnée, c'est malade. Bon, on a fini de dîner, à un moment donné, il faut en revenir. On descend de notre point de vue, qui était, somme toute, venteux, on va pas se mentir, puis on se met à braver des rivières. Ouais, c'est notre première traverse de rivière. C'est JS, il nous montre comment faire ça. En fait, c'est sa capsule d'interprétation. Bientôt, il est 3, il est 4 heures. On se cherche un endroit où dormir. Ouais, c'est pas si facile, là. On essaie d'atteindre un point, mais on est comme bloqué. On finit par descendre au pied du mont Uxatindur. Là, il y a un grand lac, puis c'est ici qu'on établit le camp. On s'est réveillé dans le confort de notre refuge. On était bien, on était au chaud. Par contre, la vue devant le refuge nous donnait vraiment envie de sortir et d'entamer la 2e journée de progression. C'est Xavier qui lidait le groupe. Il est arrivé vraiment bien préparé. On a commencé la journée en sentier pour ensuite s'aventurer en hors-piste.
La deuxième journée a marqué notre première cascade, notre premier atelier d'orientation, mais aussi le moment qu'on a réalisé que le terrain en Islande, c'est surprenant, imprévisible, challengeant. En plus, les courbes de niveau sur nos cartes sont pas 100% fiables. On va devoir travailler. Xavier a pris de bonnes décisions, puis ça nous a amené à un beau campement sur le bord d'un lac. Déjà au jour 2, le groupe a réussi à instaurer une routine. Les tâches se font rondement. Au souper, on a aussi réalisé que la quantité de nourriture que l'on traîne, c'est un peu excessif. C'est pas grave, on va s'ajuster, comme toujours. Jour 3. Aujourd'hui, c'est Tiffany, notre leader. On part du lac Oxatindur, puis ça commence dans un canyon assez difficile. Les passages sont durs. Quand on a fini de sortir de là, il est bientôt l'heure de dîner. Puis on dîne sous la pluie. Il mouille depuis ce matin, ça arrête pas. Fait qu'on sort les abris, RAB, des espèces d'abris d'urgence complètement orange. C'est pas une journée facile sur l'orientation non plus. On apprend encore sur le terrain, fait que on n'est pas nécessairement habitué. En tout cas, l'apprentissage du jour, c'est que les courbes de niveau, ils sont colossales. Ce qu'on voit sur les cartes, c'est une petite ligne, fait que dans nos têtes, c'est surmontable. Mais en vrai, des fois, c'est des ravins, c'est des précipices, donc faut faire avec ça. On marche sous la pluie, longtemps. On mange nos bas en Simonac aujourd'hui. C'est des passages difficiles, puis ils mouillent, je dirais qu'ils mouillent à 90 degrés. On s'est fait avoir, on s'est fait avoir en suivant une traîne de moutons. On est allé vers quelque part, mais finalement, les moutons, eux autres, ça leur dérange pas en tout de pas continuer ou de rebrousser chemin. Il a fallu descendre dans un endroit qui était plus ou moins accidenté, mettons. C'est déjà la fin de la journée. On campe au Y des rivières. C'est tellement humide, là. C'est comme 3 rivières qui se croisent. C'est de la mousse verte. Il y en a peut-être 1 pied de profond. Ouais, j'ai jamais vu ça. Aussi, aujourd'hui, la digestion, elle se passe mal. Hier soir, on a comme mangé, mais les pois chiches sont mal réhydratés. Fait que là, ça réhydrate dans nos ventres. Ça fait des gaz, là, ça n'est même pas drôle. Ouais, en tout cas, je vous laisse imaginer le reste. La troisième journée est l'idée par Tiffany. Nous avons commencé la progression sous la pluie en suivant un sentier. Un sentier, ouais. C'était pas clair que c'était un sentier, mettons. Malgré le mauvais temps, la gang est de bonne humeur. Dans l'avant-midi, on a marché dans un canyon. C'était magnifique. Le beau temps est jamais revenu. Mais Tiff a réussi à nous amener à un campement sur le bord d'une belle petite rivière. Point fort, les roches. Elles étaient bien appréciées pour faire ses besoins. C'était facile de s'y cacher. Point faible, on avait une vue sur un douillet refuge. Avec toute cette pluie, c'était tentant. Mais somme toute, c'était encore une belle journée. Ça fait 3 jours qu'on progresse. Ça va bien. Jour 4, aujourd'hui, c'est matin pluvieux. Autant qu'hier. Ça arrive pas souvent à la continuité météorologique en Islande. C'est Chloé, notre leader de la journée. On la supporte en tant qu'équipe de tente. On cuisine, puis on prend des tâches qu'elle n'a pas le temps de s'occuper. On est 4 dans notre tente, comparativement aux autres qui sont 3. C'est serré, c'est cosy. Ouais, si on veut. La tente, c'est ça que t'as envie pendant les jours de pluie. C'est l'endroit de repos ultime. C'est dur d'en sortir des fois. C'est ici qu'on prend soin des bobos physiques, puis des bobos mentaux. Il y a pas mal n'importe quoi qui peut se passer en XP. L'équipement sèche, les corps y chauffent, les jokes qui fusent, puis les frustrations rebondissent. Une bonne nuit générale, les lumières se ferment, les sleepings se zippent. On start ça. Grosse journée de prévue aujourd'hui, environ 10 km, puis notre sac y pèse encore. C'est jour crevasse aujourd'hui. On monte une crevasse, on arrive à une crête, on descend une autre crevasse. On descend éventuellement là, dans la plus grande faille éruptive au monde. C'est genre 510 mètres de long, puis 200 mètres de haut. C'est quand même quelque chose. On voit comme ce territoire-là qui est nouveau. Ça a peut-être une centaine d'années, pas plus. Les roches sur lesquelles on marche ont même pas 1000 ans. C'est beau tout ça, mais aujourd'hui, j'ai pas trop le sourire. C'est tough. On a un peu de soleil en PM. Les filles décident de l'appeler Marie-Perle. À partir de maintenant, toutes les fois qu'on va le voir, on va l'appeler puis on va un peu le vénérer. Bon, éventuellement, tous les éléments y passent. La pluie, elle s'appelle Conrad. Le vent, il s'appelle Sylvain. Le ciel bleu, je m'en rappelle plus. J'ai pris une drôle de photo de Vince en haut de la faille. Style hôtel Grand Budapest. En tout cas, ça a fait ma journée. Tu sais, dans la journée, on a eu la faille.
on a aussi eu une chute monumentale de peut-être 200 mètres de haut. Puis on pourrait se dire que c'est ça qu'on se souvient de la journée, mais non. On se souvient toutes des toilettes. Pas loin de la chute, on avait des vraies toilettes de touristes. Fait qu'on était contents. Ça faisait quand même 4 jours qu'on n'avait pas vu un bol. C'est non négligeable. On marche souvent dans le hors-piste, mais aussi sur des F-road. C'est des genres de trails. Je sais pas trop s'il existe ou pas. C'est carrossable en 4x4, mais comme pas trop. On marche aussi en sentier quand on est chanceux. Jour 2, c'était notre première traverse de rivière. C'était quelque chose, on l'a fait, on était gênés un peu. Jour 4, on est rendu bon. À la fin de la journée, on traverse une petite rivière comme si de rien n'était. Puis on a des touristes en vélo qui viennent nous voir, puis qui viennent nous jaser ça. Puis en tout cas, c'était 2 Françaises. Ils nous disent qu'on a l'air de vrais pros. Ça nous a fait bien rire. On arrive tard au campement, il est comme 5 heures, on est épuisé, puis on se demande en fait si on va arriver à un moment donné. Puis c'est là qu'on arrive au plus beau campement qu'on a eu à date. Il a arrêté de mouiller, Marie-Perle s'est pointée, puis on est comme sur une grande plaine, là, on se croirait à la fin d'un film. C'est beau, c'est jaune, on a une belle rivière d'eau fraîche juste à côté. C'est indescriptible. Jour 4. La journée vient de finir. Il pleut. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Il pleut encore. Je suis mouillé et il pleut. Peut-être que demain il arrêtera de pleuvoir, mais en ce moment, il pleut. Je suis mouillé. Tout est mouillé. Mais pour l'instant, il n'y a rien à y faire. Essayons de dormir. Jour 5. Matin quand même difficile pour moi. Je m'autorise une petite perfusion de musique. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir aujourd'hui, entre route, hors-piste et sentier. Phil, notre leader de la journée, nous a préparé des quiz, puis des petits mots personnalisés qu'il nous donne après qu'on ait donné une bonne réponse. Il appelle ça des bazou quiz. Les profs, ils adorent ça. Mon corps me fait signe qu'il est endolori. J'ai mal pas mal partout. Le paysage il est toujours aussi dénudé, mais il s'éclaircit. Je m'explique. Ici, on sort d'une espèce de faille où on était dans une vallée, puis on s'engage là dans des énormes plateaux. Les routes me déroutent. Sur la carte, elles sont pas là où elles devraient être, ou elles sont simplement inexistantes. L'équipe est sportive aujourd'hui. On me connaît dans le groupe. On me comprend, puis on me laisse digérer le fait que, je vais vivre en communauté encore pendant 10 jours, que j'aurai pas de temps perso pour moi. Les gens sont gentils. On dîne à côté d'un petit ruisseau, dans une petite dépression. Il vente tellement fort. Le soleil est bon, par exemple. Après un dîner au calme, certains ont fait des siestes, on aperçoit un petit Suzuki Jimny, un genre de petit pick-up Jeep japonais, qui traverse une rivière. On se rend compte que, il est stallé là. Genre que les 4 pneus touchent plus à rien. Un Islandais qui pousse, une Islandaise qui donne du gaz. Le gars est dans l'eau glacée jusqu'à la ceinture. On apprendra plus tard que ça fait 30 bonnes minutes qu'ils sont là, puis elle était dans l'auto, puis elle priait pour que quelqu'un y envoie de l'aide. Son aide, c'était 12 bipeux, puis une corde. Puis le Jiminy est reparti, on a tiré comme des bœufs. On est heureux de l'avoir fait parce que nous autres, ça nous a cassé notre routine. Petite euphorie de groupe. Ensuite de ça, un énorme bout de randonnée sur le plat. J'ai l'impression de marcher à la même place pendant un bon 2-3 heures. La pluie s'en mêle, on peut pas toujours avoir du soleil, mais c'est intermittent. On traverse des belles rivières, on a des bazou quiz, on a des belles vues, on croise une belle chute. On s'engage dans un tronçon difficile, puis il est environ 15h30. On doit le parcourir en entier parce qu'il n'y a pas de point d'eau prévu. Puis on est supposé suivre un sentier, mais il existe juste pas. Il est pas là. On est en train de gravir des butons de comme 50, 60, 80 mètres, encore et encore. On monte, on descend, on monte, on descend. Jusqu'à temps qu'on aperçoive une petite rivière entre 2 sommets. On n'est pas supposé dormir là, mais les quelques kilomètres qui s'en viennent s'annoncent aussi difficiles, puis il est rendu 17h30. Bill prend la décision, on dort ici. Ce soir, c'est risotto. Les troupes sont heureuses. Xav et moi, on essaie de monter la bâche à 2, mais ils vendent vraiment trop pour faire ça. On attend que les potes qui sont partis expulsés, on attend qu'ils reviennent, puis on se met dans une petite goulie, une espèce de creux naturel à l'abri du vent. On cuisine sous la bâche. C'est une grande toile de 18 par 16 pieds.
Puis il y a quelques piquets en plus, puis une coupe de corde. Mais ça nous suffit. C'est l'espace commun. Si la bâche est bien montée, le vent, c'est pas un problème, puis la pluie non plus. C'est sous la bâche qu'on fait les plannings du matin, puis les retours en soirée. Ça a l'air de rien, c'est un petit bout de tissu, mais sans ça, on n'aurait pas notre sentiment de sécurité, puis notre sentiment d'être tout le monde ensemble. Le souper il est bon, il est chaud, il est là en quantité. C'est Corentin et moi qui faisons la vaisselle aujourd'hui. C'est quand même drôle faire la vaisselle à la noirceur. Pour l'anecdote, ce matin, Jacques a légèrement provoqué un mouton. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit en langue moutonnière, mais il y avait un mouton au solo, peut-être à 400 mètres d'ici. Jacques il a crié des absurdités. Le mouton il a répondu, puis il a disparu tout à coup. On rit, on continue de marcher. 20 minutes plus tard, le mouton est surgi à peut-être 20 mètres de nous. Il était parti se cacher dans une petite vallée, puis il a failli nous charger. Mais quand il a vu qu'on était 12, il a viré de bord. En tout cas, on a rajouté ça dans nos risques de la journée. Mouton en furie. Jour 6. Aujourd'hui, c'est Arthur, notre leader de la journée, puis on commence ça tôt, plus tôt que d'habitude, parce qu'on est un peu en retard. Donc, le réveil est un peu brutal, mais ça va. On a le sourire. Une fois que le déjeuner est pris, que l'horaire de la journée est faite, les tentes sont démontées, la bâche est repliée, puis que les gens ont été faire leurs affaires, on est prêt à partir. On traverse une coupe de vallées, des petits butons, une coupe de rivière, il y a bien de la mousse. On fait un petit exercice d'orientation en début de matinée, puis ce qu'on voit devant nous, c'est la porte d'entrée du lac de Malalogar. Il y a des belles roches qui jonchent le sol. Pendant le dîner, ça jase beaucoup, ça rit, ça fait du bien. On traverse des rivières, quand même une coupe, puis une fois qu'on a remis nos bottes pour la dernière, on regarde, on a une énorme montée à faire. On l'estime à 213 mètres de haut. On a fait du pathfinding, puis de la sécurité. C'est dur à monter, mais les sacs sont rendus quand même légers. En tout cas, ils pèsent plus 50 livres. Ça se monte bien. Rendu en haut, on dirait qu'on a atteint un sommet de l'Himalaya. On est vraiment en situation alpine. C'est juste de la roche. C'est de la roche, puis des glaciers, des glaciers, des glaciers. Oh! Ça, c'est des bons nuages gris qui s'en viennent. Ouais. Faudrait redescendre au campement. On va au loin des sources d'eau, des lacs, puis on voit des gens. C'est weird. Ça fait longtemps qu'on a vu des gens. Voir des gens en expédition, c'est comme voir un porc-épic sur la route. Ça surprend un peu. T'avais comme un peu oublié que ça existait, mais après un moment, tu t'en remets. On fait un beau campement sur le bord de 3 petites rivières. On est à l'abri des vents glaciales, puis on a le droit à un beau coucher de soleil. Presque jour 8. Nous sommes là, vivants. Notre groupe, puissant, vibrant, prend une pause de sa routine. Pieds endoloris, mains congelées, dos tendu, conscience fébrilisée. Certains deviennent fous dans de telles conditions. D'autres y mordent à pleines dents. Il reste 8 jours à l'expé. Défis, histoire et expériences sont à venir. Ce que je redoute, c'est la mort du groupe. La fin, avec un grand F. On va célébrer, on va boire. Mais j'espère surtout qu'on n'oubliera pas. N'oublions pas qui nous sommes, qui nous étions et qui nous serons. Je viens tout juste de terminer de souper que j'ai déjà le nez dans les cartes. Ouais, c'est moi qui lead demain. C'est moi qui va prendre toutes les décisions, qui va choisir l'itinéraire. C'est pour ça que ce soir, j'essaie de me préparer du mieux que je peux. Veux pas, être devant un groupe, ça peut être stressant. Puis là, je le sais, je suis stressée. Mais c'est correct. Depuis le début du bac, j'ai fait les apprentissages qui me permettent d'être devant le groupe. J'ai les capacités. Mais ce groupe-là, c'est mes amis, tu sais. C'est pas pareil. Mais j'ai hâte. J'espère que je vais être fière de moi demain. On avance vers la fin. Le groupe est fatigué. Ça, je le sais. Je le sens. Du lac de Malalogar jusqu'ici, c'était une autre histoire. On a affronté des glaciers, des pics de 1000 mètres, des vents puis de la température alpine pas possible. Le cycle des repas revient. Ça amène une certaine monotonie à tout ça. Plus on avance, plus la météo est impardonnable. Les nuits sous zéro, puis les journées avec de la pluie et de la neige sont maintenant monnaie courante. Présentement, on est en refuge, l'équipement détrempé, la fatigue cumulée, et la nuit à -2, c'est un bon assemblage pour qu'on fasse de l'hypothermie.
Le groupe, il semble pas déçu, mais quand même, on a un certain sentiment d'imposteur. T'sais. Pourquoi est-ce qu'on est aussi confortable dans un contexte d'expédition comme ça? Soulageons le physique, puis soignons le mental. C'est ce que nos mentors nous disent. Pour ma part, je suis quand même incertain des jours à venir. Même si on peut littéralement voir la fin à certains points de vue, les 4 prochains jours, ils s'annoncent plus durs sur le mental que les 10 derniers jours combinés. Pour finir, moi je redoute ma journée de leadership. Au début, elle était au jour 9, mais après ça a été déplacé au jour 11, après ça bougé au jour 13. En tout cas, c'est parce qu'on va trop vite dans l'itinéraire. Bouge trop. Une journée de leadership, c'est là où tu leads le groupe. Ouais, ça a l'air évident de même, mais c'est là que tu prends toutes les décisions, que tu choisis le chemin, quand est-ce qu'on prend le lunch. C'est là où tu décides de pas mal de tout. J'ai quand même la frousse parce que j'ai pas fait ça souvent, puis ça a l'air d'être une bonne charge de travail. Mais en tout cas, à voir les autres aller, ça a pas l'air d'être trop sorcier. Jour 14, il est 1h30. Fallait que j'aille aux toilettes, fait que j'ai demandé un pack down 5. Ça, c'est une pause de 5 minutes, sac à dos par terre, puis tout le monde va faire ses affaires. Le leader est parti, Jacques. Il est parti un peu trop loin, on le voit quasiment plus. Ça me donne le temps d'écrire. L'expé tire à sa fin, on le sait, puis on le sent. Après la journée de camp fixe d'hier, on est reposé, puis les sacs sont plus légers. Ça chill autour de la petite rivière. On regarde des bulles, on mange des bonbons, on s'alterne les toilettes. 12 sacs. Environ autant de paires de bâtons. La végétation est plus haute qu'à d'habitude. Surplombant le tout, c'est une espèce de crête verte et noire de comme 400, 500 mètres. Ça sort de nulle part. C'est flat, flat, flat. Bing, tout ça. Ça parle de jeux vidéo. Ça parle de mini-clips. Bon, clairement, on a la tête ailleurs. On a envie d'être dans le confort. Il fait pas froid, par contre. Il fait pas chaud non plus. C'est le grand jour. Jour 15. Il est 10h45. On est arrêté sur le bord d'une faille de genre 150, 200 mètres sur 100 mètres de large. Ça dit plus grand chose dans le groupe. On sait que that's it. Dans 3 heures, on remonte dans le bus, seulement à quelques kilomètres d'ici. Tantôt en marchant, on a vu le petit shack de la fin, une espèce de petit refuge là. Ça fesse quand même. La rivière au fond du ravin, elle manifeste qu'elle coule bel et bien. Elle fait beaucoup de bruit. Au fond, on entend un rugissement constant. Le même genre de bruit, le même genre d'énergie que le groupe a su dégager pendant 15 jours. J'espère que les hautes terres d'Islande se souviendront de nous. 24 bottes contre vents et pluies, à monter des cols escarpés et traverser des rivières glaciales. Ces 24 bottes-là auraient très bien pu être ailleurs, faire autre chose. Ce sont 12 couleurs de personnes, apportant chacun avec eux leur vécu à un groupe. Ce groupe, maintenant voué à sa disparition physique, restera enraciné dans la mousse de notre conscience, dans ce substrat qu'est l'Islande. Skald à la vie, Skald à la mort, Skald à l'Islande. Jour 15. Me revoilà à manger au bord d'une falaise de 100 mètres de haut. Une situation qui paraît complètement irréelle, mais qui fait partie de mon quotidien pour les 15 derniers jours. De l'autre côté, au pied du glacier, se trouve une petite cabane blanche. Cette dernière marque la fin de notre voyage. Je repense à tous ces paysages que nous avons traversés, des glaciers aux volcans, en passant par les rivières gelées, mais surtout à ces longues coulées de lave noire à perte de vue. Je suis rempli de gratitude pour ce magnifique pays qui nous a accueillis les bras grands ouverts, mais aussi pour mes professeurs qui ont su partager leur savoir et pour mes camarades de classe avec qui j'ai partagé cette aventure. Je laisse mes dernières traces dans le sable noir islandais. Le vent et la pluie ne tarderont pas de les faire disparaître. Mais c'est ce même vent et cette même pluie qui ont laissé en moi une trace qui ne disparaîtra jamais.